Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Le 46e président des États-Unis s'est installé à la Maison-Blanche ce 20 janvier après avoir prêté serment devant le Capitole dans une ambiance de forte tension sécuritaire. La page du républicain Donald Trump est donc tournée et celle du démocrate Joe Biden s'ouvre à présent entre inquiétude et espoir. Épilogue de 4 années de la présidence très Make America Great Again de Trump, avec ses ombres, ses frasques et sa tuitomanie, mais aussi prologue, pense-t-on, d'une nouvelle administration porteuse de lumière et d'espoir pour l'union de deux Amériques qui se toisent. C'est de tout cela, mais aussi de la démocratie américaine, dont il sera question dans notre rendez-vous d'aujourd'hui avec Bruno Nogma-Zidwemba. Bonsoir. Bonsoir. Docteur en relations internationales et en sciences politiques, ministre plénipotentiaire de classe exceptionnelle, M. Zidwemba, qui a représenté le Burkina dans plusieurs pays et auprès de nombreuses institutions internationales, a notamment assumé de 1997 à 2001 les fonctions d'ambassadeur du Burkina Faso auprès des États-Unis d'Amérique, de l'Argentine, du Mexique et du Chili, avec résidence à Washington, D.C. Vous êtes également, M. Zidwemba, secrétaire général de l'Association des ambassadeurs du Burkina. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci encore une fois. Moussa Sawadogo, bonsoir. Bonsoir. Journaliste spécialisé en médias et démocratie, en éducation aux médias et à l'information, mais aussi en prévention de l'extrémisme violent. Moussa Sawadogo constitue aussi une belle synthèse de plusieurs expériences qui l'ont conduit notamment en Belgique, au Rwanda, au Venezuela, en Tunisie, au Cameroun et en République centrafricaine. Et c'est avec l'esprit critique de l'enseignant et du formateur en sciences et techniques de l'information et de la communication qu'il porte son regard sur les faits sociopolitiques majeurs ainsi que sur les processus démocratiques du continent africain. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce 122e numéro de votre émission Périscope. Ça y est, Joseph Robinette Biden Jr. est depuis ce 20 janvier le 46e président des États-Unis d'Amérique. Le démocrate a prêté serment sans la présence de son prédécesseur qui a boudé la cérémonie. Une première depuis 150 ans. Tout d'abord, comment appréciez-vous cette énième prise de fonction à la Maison-Blanche, Bruno Zidwemba? Merci. Vous devez savoir qu'une investiture aux États-Unis, comme partout ailleurs, est un grand événement de la vie démocratique d'un pays. Et particulièrement aux États-Unis, qui passent pour être le champion de la démocratie. Et c'est ainsi que tous les 4 ans, à tous les changements de chef d'État, il y a cette cérémonie d'investiture. J'ai eu la chance personnellement de participer à une de ces investitures, celle du président George Bush. J'ai présenté mes lettres de créance au président Clinton. Mais j'étais là à Washington également quand le président George Bush prenait le pouvoir. Donc c'est un grand événement et ça donne lieu aux États-Unis à une manifestation monstre. Très chaud en fait. Et très chaud parce que ce que vous avez vu hier, et pour des raisons que vous savez, des raisons de sécurité et des raisons de Covid-19, n'a été qu'une caricature. On a remplacé la foule qui habituellement se massait sur le mall par des drapeaux. Par 200 000 drapeaux. Par 200 000 drapeaux. Imaginez-vous si chaque drapeau représentait une seule personne, ça fait quand même, sinon plus, 200 000 personnes. Toute la journée, en fait, ce qu'on nous a montré dans les télés, c'est au moment de l'investiture même. Mais l'investiture commence depuis le matin. Il y a des cérémonies dans tout le pays d'abord.
et particulièrement dans les différents États, et particulièrement dans la capitale fédérale, Washington, DC. On voit DC. que vous avez suivi cet événement d'une manière particulière en tant qu'ancien ambassadeur du Burkina aux États-Unis. Évidemment, ancien ambassadeur aux États-Unis, et aussi où j'ai passé à Washington 4 ans de mon mandat d'ambassadeur, mais avant cela, j'ai été également pendant 6 ans conseiller à la mission permanente à New York. Donc, ces événements, je les revis comme du temps où j'étais là-bas, et j'ai retenu que ce sont des manifestations importantes pour le pays et même pour le monde. Et si vous avez vu, la plupart des grandes télévisions mondiales ont diffusé en direct oui, les événements enfin du moins l'investiture du président Biden hier. Un événement qui se vit donc avec beaucoup d'émotion, c'est le cas pour vous aussi, Moussa Samadougou? Oui, avec beaucoup d'émotion, parce que c'est vrai que c'est le président des États-Unis qui est investi, qui prend fonction. Mais je pense que les conséquences vont au-delà des États-Unis. C'est un événement qui touche le monde entier, parce que quand il y a changement d'administration au niveau des États-Unis, cela a une répercussion automatique sur la politique internationale, sur les relations internationales. Donc, je pense que tout le monde a suivi ça avec beaucoup d'intérêt, surtout que le président sortant est un président atypique. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a tous marqués. Et pour moi, personnellement, en tant qu'observateur, même si je ne suis pas dans la diplomatie, mais observant quand même l'impact de la politique américaine sur le reste du monde, je peux dire que c'est quand même un soulagement. Vous avez dit un président atypique. Est-ce que ça veut dire que Joe Biden est un président typique? On le verra peut-être tout à l'heure. En tout cas, je serai le président de tous les Américains. Je me battrai autant pour ceux qui ne m'ont pas soutenu que pour ceux qui m'ont soutenu, a promis Joe Biden à un moment crucial où son pays, les États-Unis d'Amérique, se déchire et se fissure. Pensez-vous, Bruno Zidouemba, que le nouveau président pourra unifier le pays et réconcilier les Américains? Je le pense, pour la simple raison que la cérémonie d'hier avait été attendue avec appréhension. Et quand on voit la manière dont les choses se sont passées, dans le calme, non seulement autour du Capitole, mais aussi dans l'ensemble du pays et des États fédérés, je pense qu'il y a eu plus de peur que de mal. Et je me suis dit que peut-être les partisans du président Trump se sont rendus compte qu'il était mieux d'en venir à la raison plutôt que de continuer à foncer dans l'extrémisme. Et l'appel lancé par le président Biden était un appel écouté et entendu de tous les côtés. Et je pense que, bon, on le verra, on le voit déjà dans l'action. Tout ce qu'il pose comme acte depuis hier est fait pour rassembler. Et il le fait avec conviction. Pour rassembler non seulement au niveau des États-Unis, du peuple américain divisé, mais même au niveau des alliés, au niveau des amis des États-Unis. Parce qu'à un moment donné, le doute s'était établi. On se demandait si c'est la même Amérique que nous avions. Mais je crois que le président Biden va donner la preuve qu'il est en mesure de le faire. Évidemment, vu d'Afrique, il ne faudra pas non plus que nous soyons que nous en attendions trop. Beaucoup. Parce que le président Biden hérite d'une Amérique très affaiblie. Et très divisée aussi. Et très divisée. Il a fallu subventionner les chômeurs, les industries, le monde médical, Covid a bouffé beaucoup d'argent, si vous me permettez le terme. Et on se demande avec quels moyens le président Biden, pour ce qui est de l'Afrique,
pourrait faire mieux que les autres, peut-être mieux que son prédécesseur, mais je crois que nous ne devons pas trop nous attendre. Et il y a aussi son âge. Il a 84 ans. Ce n'est plus... Plutôt 78 ans. Ah, 78 ans. Ce n'est plus... Il n'a plus les énergies des premières jeunesses. Donc, mais au moins, nous nous félicitons qu'il ait ramené l'Amérique à l'Amérique que nous avons connue et à l'Amérique que nous avons tous appréciée. Alors, oui, Moussa Sawadogo, est-ce que vous pensez que Joe Biden, 78 ans, est donc en capacité de réunir finalement les Américains qui sont quand même assez divisés à l'issue de l'élection de novembre dernier? Bon, je pense qu'il a affiché sa volonté de le faire. Hein. Maintenant, est-ce qu'il va réussir? Attendons de voir. Je pense que tout dépendra aussi de l'équipe qui va l'entourer. Tout dépendra aussi de l'évolution d'un certain nombre de choses, hein, comme la Covid. On ne sait pas comment ça va évoluer, avec ses conséquences économiques. Et vous savez que quand le pouvoir d'achat aux États-Unis baisse, ça pose de sérieux problèmes. Et il y a des décisions qui sont prises dans ce sens-là, essayons de voir. Mais je pense qu'au-delà de l'Amérique, Biden hérite d'un pays qui est vraiment en très mauvaise posture. D'abord, au niveau interne, toutes les divisions racistes et tout se sont manifestées de façon décomplexée avec Trump, mais aussi il a brisé quelque chose, un ordre mondial qui était installé depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire le multilatéralisme, ou qui faisait quand même, sur les grandes questions qui touchaient l'humanité, on cherchait quand même un consensus. Il est venu, il a tout brisé. Il a brisé, donc fragilisant ou bien inquiétant les alliés d'hier et fragilisant le vivre ensemble. Donc c'est vrai que c'est un pays, franchement, comme Excellence l'a dit, un pays très fragilisé. Très fragilisé, vous avez évoqué tout à l'heure l'équipe de Biden. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que les défis qu'il doit affronter sont immenses. Il y a en effet toujours cet Américain qui se retrouve dans la politique prônée et portée par Trump. Plus de 74 millions d'Américains ont voté pour lui lors de la dernière élection présidentielle. Biden, lui, il semble vouloir miser plus conséquemment sur la diversité. Témoin, sa vice-présidente, Kamala Harris, est la première femme issue de la diversité à accéder à un tel poste. Plusieurs autres personnalités d'origine africaine ou autres se retrouvent également à divers postes non négligeables de l'administration Biden. Alors, pour vous, Bruno Zidouemba, qui connaissez bien cette Amérique-là, est-ce que Kamala Harris, vice-présidente, c'est un peu la cerise sur le gâteau? C'est la première fois qu'on voit une femme à un tel niveau de responsabilité. Oui, il y a eu la tentative manquée de Mme Clinton. Et cette fois-ci, c'était la deuxième tentative et elle a réussi. Et la personne qui a été choisie n'est pas n'importe qui. Elle s'est d'abord affirmée dans son état d'origine comme étant une femme leader. Ensuite, elle est issue de 2 continents ou de 2 civilisations. Sa mère est indienne, donc elle est asiatique, et son père est jamaïcain, qui est donc de la diaspora africaine. Et cette synthèse en elle lui donne des atouts. D'abord, vis-à-vis de l'Amérique libérale et vis-à-vis des Afro-Américains qui représentent une forte communauté aux États-Unis. Et elle est aussi femme. Elle est d'abord femme. Elle est d'abord femme, en effet. Elle est d'abord femme. Et la lutte des femmes pour la liberté, pour le droit de vote aux États-Unis est légendaire. Et on peut dire que ce n'est que hier que cette lutte a abouti. Encore que elles ont l'ambition, un jour, de postuler pour la présidence. Mais c'est déjà un grand pas. Oui, Hillary Clinton a déjà postulé pour la présidence. Ça n'a pas fonctionné, comme vous l'avez dit. Voilà. On a donc une vice-présidente qui est une femme, c'est une première, et elle est issue de la diversité. Vous dites, chiche, super, Moussa
C'était un coup de poker de Joe Biden qui a fonctionné. Oui, je pense, hein, et ça, c'est pas étonnant, parce que Joe Biden, c'est un démocrate, c'est sûr, mais tous les observateurs s'accordent à dire qu'il est beaucoup plus du centre. Donc, il cherche toujours le juste milieu. Et puis, sa vice-présidente, je pense qu'elle incarne un peu le rêve américain. Hein. C'est cet enfant issu de familles venues de la diaspora, etc. Bon. Mais les États-Unis sont les États-Unis. Hein. On a été très enthousiaste avec l'arrivée d'Obama, parce qu'il était noir, africain, d'origine kenyane et tout. Et après, la réalité américaine l'a rattrapé. On a compris qu'il est là d'abord pour les Américains. Et je pense que c'est vrai qu'il y a un acteur peut-être qu'il faut observer de très près pendant les semaines à venir. Ce sont les partisans de Trump. Parce qu'il y a une image que je retiens hier, après la cérémonie d'intronisation, d'investiture, sur France 24. France 24 avait terminé son élément avec une grande pancarte de quelqu'un qui disait Trump 2024. Et lui-même, il a dit, on reviendra d'une manière ou d'une autre. Et depuis hier, il y a beaucoup de supputations comme quoi il voudrait créer un troisième parti, des choses, comme quoi il veut lancer son média parce que les réseaux sociaux, les grands médias l'ont censuré. Donc je pense qu'il faut peut-être attendre de voir dans les jours qui viennent comment tout ça va se mettre en place avant de peut-être essayer de tirer des conclusions. Oui, Donald Trump ne restera pas inactif. Hein. Il l'a dit lui-même, et d'ailleurs, il va aller très vite au charbon. Le premier terme, c'est dans 2 ans, les élections de mi-mandat, et il va falloir donc jouer serré pour conserver la majorité démocrate, Bruno Zidouemba. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'avant qu'il ne quitte la Maison-Blanche, on a lancé une procédure de destitution qui va continuer et qui continue. Alors, tout dépendra de l'issue et je pense que à partir du moment où les 2 chambres sont dominées par les démocrates, il n'y a pas de raison que cette procédure n'aboutisse pas. Or, la conséquence de cela, c'est de l'empêcher de se présenter en 2024. C'est de l'empêcher, de le rendre inéligible à l'avenir. Donc, quand sa nuance est très pertinente, il veut dire que si ce n'est pas moi, peut-être ça sera un des miens. Mais je pense plutôt qu'il va essayer d'investir sur un des siens que sur lui-même. Il va peut-être investir quelqu'un. De toute façon, on va revenir sur Trump et sur ce qu'il pourrait éventuellement faire. Mais parlons donc de cette femme. C'est un atout diversité, mais également atout femme, mais atout jeunesse aussi, contrairement au président Biden lui-même, 78 ans. Kamala Harris est née en Californie d'un père jamaïcain et d'une mère indienne. Et elle porte bien ses 55 ans d'intégration dans la société américaine. Cette élection signifie tellement plus que Joe Biden ou moi. Il s'agit de l'âme de l'Amérique et de notre volonté de nous battre pour elle, a indiqué celle qui a accompli de 2004 à 2017 2 mandats de procureur à San Francisco avant de devenir procureur général de Californie entre 2011 et 2017, puis la première sénatrice américaine originaire d'Asie du Sud. C'est aussi donc cette Amérique de tous les possibles que célèbre l'élection du ticket Biden-Harris. Moussa Saoudou. Oui, je pense que c'est encore la preuve que la démocratie américaine, malgré les soubresauts que nous avons connus, est une démocratie qui quand même donne les chances à tout le monde, pourvu qu'on s'y attache et qu'on ait des ambitions. Je pense que c'est un pays ouvert. C'est comme ça que nous avons tous connu l'Amérique. Je me rappelle à l'école, quand on étudiait l'Amérique, on parlait du rêve américain. C'est là où on peut réussir, etc. Et l'Amérique a bien porté cette réputation-là. Maintenant, comme je dis, la réalité, est-ce qu'il y aura un après-Trump? Parce que ce qui s'est passé, la fissure
quand même provoquée par Trump, je pense qu'il ne faut pas la négliger. Hein. Tout à fait. Il ne faut pas la négliger. Elle est très profonde. Et moi, ça me fait penser à quelque chose. Parce que quand on revisite quand même l'histoire des États-Unis, c'est un pays qui s'est construit aussi dans la violence. Hein. Bien sûr. Même si c'est un principe, si c'est la démocratie qui est le principe de gouvernance, c'est quand même un pays très violent. C'est un pays où souvent la réalité entre ce qu'on voit dans des villes comme Washington, New York ou dans les films de Hollywood par rapport à l'Amérique réelle et rurale, où justement Trump est parti chercher ses partisans, je pense qu'il y a une fracture. Et cette fracture-là, elle est réelle. Peut-être que de l'extérieur, on ne la voit pas, mais elle est réelle. Et je pense que c'est sur cette fracture-là aussi. Parce que quand on regarde les partisans de Trump, c'est quand même d'abord des Blancs. Hein. Ceux qui revendiquent la suprématie blanche, etc. Donc, cette réalité-là, elle est là. Maintenant, la présence d'une vice-présidente d'origine afro-asiatique peut peut-être alimenter ce rêve américain-là pour ceux qui observent. Oui. Mais je pense que la réalité, il faudra qu'il travaille, que Biden travaille vraiment à réconcilier les cœurs. Et il faut dire aussi qu'il n'arrive pas à un moment favorable. Parce qu'on a vu, la Covid est passée par là, les crises économiques sont passées par là, il y a des problèmes au niveau international. Donc, il arrive dans un contexte très difficile. Mais je pense que, en tout cas, par rapport à ce que tous les observateurs s'accordent à dire, c'est quelqu'un qui est très patient. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup, c'est quelqu'un qui cherche le juste milieu. Et je pense que c'est peut-être là que va se trouver la clé de son succès. Est-ce qu'on va le laisser justement rester patient, écouter et puis faire développer cette politique qu'il a envie de mener pour le bien de l'Amérique? Et est-ce que effectivement ce ticket Biden-Harris n'est pas effectivement un ticket qui reflète ce qu'on attend de l'Amérique d'aujourd'hui? Je crois qu'il a une grande chance. Parce que vous savez, aux États-Unis, le pouvoir, c'est le président et c'est le Congrès. C'est ça. Et le Congrès, c'est les républicains et les démocrates. Et les démocrates. Alors, pendant longtemps, le Congrès a été dominé par les républicains. Le président venait avec ses projets, les républicains au Congrès les abattaient. Sa chance, c'est que aujourd'hui, regardez l'élection de la dernière femme membre de la Cour suprême. Ça s'est joué à quelques voix. Bon, il est vrai que la Cour suprême ne compte que 9 membres. Oui. Mais si les démocrates étaient majoritaires, elle n'aurait pas été élue. Je veux dire qu'aujourd'hui, Joe Biden jouit de plus de facilité pour faire passer. Il a une marge de manœuvre qui lui permet d'agir. Comparé par exemple au président Obama. Barack Obama. Barack Obama jouait sur des cordes raides. Exactement. Lui, il a au moins cette chance. Et puis au nom du traumatisme créé par Trump, oui, parce que beaucoup d'Américains se sont dit maintenant, regardons les choses de près pour que ce qui s'est passé ne se passe plus. Et ils vont s'investir à fond pour lui. Je crois qu'il a une chance. Il a beaucoup plus de chance que certains de ses prédécesseurs. Et comptons sur ça. Mais peut-être que ce que je voudrais ajouter, c'est vrai que le traumatisme, quand on regarde effectivement ces dernières heures, même certains gourous des républicains ont lâché Trump, y compris son vice-président qui l'a lâché. Donc je pense qu'effectivement ce traumatisme-là, effectivement, peut-être crée des conditions favorables. Mais je pense qu'il y a deux éléments aussi. Tout dépendra aussi de l'évolution de la Covid et de l'évolution de l'économie. Parce que c'est sur ces deux éléments-là, je pense que s'il arrive à contenir la Covid et à relancer l'économie, franchement dit, je pense que ce serait bien. Mais s'il n'arrive pas à le faire, je crains que les gens se mettent à regretter encore Trump. Parce que le peuple... on va sans doute y venir. Vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier les inégalités qui restent là. Elles sont criardes. Même
le Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, reste une quête de tous les instants. Pour mémoire, il ne faut pas l'oublier, on a assisté, c'était juste le 25 mai 2020 à cette horreur, hein, avec la mort de George Floyd, un Noir étouffé lors de son arrestation par des policiers blancs. C'était à Minneapolis. Et ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois qu'un Noir succombe ainsi aux exactions de la police aux États-Unis. Mais cette fois-là, il y a eu comme une vague de protestation, ou pas comme, il y avait une vague de protestation qui a véritablement secoué le monde. Puis les cris se sont tus à nouveau. Au final, le I Have a Dream du pasteur Martin Luther King reste toujours à accomplir, non, Bruno Sidouamba? Certainement. Mais bon, son dream a au moins eu la... Ça a commencé. Ça a commencé. Il y a eu un début de concrétisation. Actuellement, la communauté noire, enfin afro-américaine, ne se laisse plus marcher sur les pieds. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a un excès quelque part, immédiatement, il y a une réaction contre les excès de la police. Et je pense que petit à petit, parce que c'est un combat de longue haleine, quand on quitte l'esclavage et on en est où ils sont, je pense qu'il y a de l'espoir. Et ce qu'ils ont subi, c'était profond. Quand on vous fait perdre votre identité, vous n'étiez même plus considéré comme une personne humaine. Et petit à petit, depuis l'abolition de l'esclavage, ils en sont à l'égalité des droits, à l'égalité civique. Bon. Donnons le temps au temps. De ce côté-là, les choses n'iront qu'en s'améliorant. Il faut donner du temps au temps, mais Joe Biden sait que le temps lui est compté et ça va plaire sans doute à Moussa Sawadogo qui en a parlé tout à l'heure, puisque à peine installé dans ses fonctions, le chef de l'exécutif, Joe Biden a entrepris sans tarder, à travers la signature de 17 décrets, de détricoter la laine de son prédécesseur. Il faudrait signaler au passage que Donald Trump a fait la même chose pour les projets de Obama. Alors, il a commencé donc à détricoter, avec notamment un retour annoncé des États-Unis au sein de l'accord de Paris sur le climat, mais aussi dans le giron de l'Organisation mondiale de la santé. Mais le tout premier décret du nouveau président concerne justement la lutte contre le coronavirus, où il opère là aussi un virage à 180 degrés, en rendant désormais obligatoire le port du masque dans les édifices publics. C'est donc, Moussa Sawadogo, une décision salutaire. Oui, c'est une décision salutaire et ce n'est pas étonnant parce que pendant toute la campagne, je pense qu'il a tout fait pour respecter les gestes barrières, contrairement à Trump qui, au début, a nié l'existence même de la chose, s'acharna sur la Chine, disant c'est un virus chinois et tout, jusqu'à ce qu'il tombe malade lui-même. Et vous avez suivi sur les réseaux sociaux les solutions qu'il avait préconisées pour venir à bout de ce virus-là. Mais je crois que, en fait, mais dans le fond, je pense que la question, le problème avec Trump, c'était qu'il craignait qu'en prenant des mesures de confinement, comme en Europe, ça a été fait, évidemment que ça ait des conséquences sur le plan économique. Et là, je pense qu'il il a plutôt choisi le domaine du business, de l'économie, que la santé publique. Et d'ailleurs, certains écrivains ou journalistes américains trouvaient qu'il est parti dans ce sens parce que justement, la population la plus atteinte était ce que c'est appelé la population inutile. C'est-à-dire, c'est les chômeurs, c'est les noirs, c'est les pauvres, donc ceux qui ne sont pas économiquement rentables. Donc, et quand on voit la politique générale de Trump, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant tellement que finalement, plus de 400 000 décès, on comptabilise plus de 400 000 décès liés au coronavirus depuis le déclenchement de la pandémie aux États-Unis. C'est plus que le nombre, a-t-on signalé, de soldats américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale, Bruno Sidouamba. Oui, malheureusement, c'est vrai. Mais je pense qu'un élément nouveau aussi qui joue à la faveur de Joe Biden, c'est qu'il est arrivé avec le vaccin. Les élucubrations de M. Trump ont peut-être retardé l'arrivée du vaccin. Mais le vaccin est là.
Et je pense qu'en mettant les moyens nécessaires pour vacciner en un temps record la majorité de la population américaine, dans l'espoir que ces vaccins sont efficaces, il pourra en tout cas juguler le problème. Donc l'un dans l'autre, son problème est d'ailleurs le problème de tout le monde, de tous les pays. Oui, c'est ça. On a le vaccin, mais le tout n'est pas de dire on a le vaccin, il faut l'avoir, il faut vacciner les gens et il faut que ça soit de bons vaccins. Donc je pense il y a encore beaucoup de polémiques autour de ces vaccins. Fiables, pas fiables, produits détournés pour contrôler la population. Il y a énormément de choses qui circulent autour de ces vaccins, sans compter que pour le continent africain, on ne sait pas encore comment on va faire. Jusque-là, ces vaccins doivent être conservés à moins de 70 degrés. Eh bien, on n'a pas de chambre froide capable. Mais pas le vaccin chinois, mais le vaccin russe. Donc, on ira donc dans la direction de la Chine, de la Russie. Je pense que le Nigeria veut produire le sien. Voilà. Et je pense que la Guinée-Conakry a opté pour le vaccin russe, je crois. Sputnik. Oui, le Maroc et l'Algérie pour le vaccin chinois et tout. Bon, c'est vrai que il y a eu vraiment une course au vaccin à un moment donné entre les firmes pharmaceutiques, à tel point que même entre les scientifiques, c'était pas très clair. C'est-à-dire que, du coup, le politique qui se trouvait aussi face à un besoin réel, parce qu'il faut arrêter, ne savait pas très bien. Regardez même en France, comme il y a eu des hésitations. Et tout cela a contribué à créer des rumeurs, du doute au sein de la population. Mais bon, c'est fait. Le vaccin est là. Apparemment, je pense que le vaccin de Pfizer, il disait que c'est un taux de succès à 95%. Ça veut dire quand même il y a 5% d'échecs. Donc, et je pense qu'on verra. Attendons de voir au moment où on fera peut-être le point de tout ça. On va voir. Parce que pour le moment, en tout cas pour le politique, il ne semble pas avoir autre solution. Il n'y a pas une autre solution. En tout cas, Joe Biden semble avoir pris ou semble vouloir prendre à bras le corps de ce problème. Déjà, la veille de son investiture, il est allé avec sa vice-présidente se recueillir, ou en tout cas, se recueillir à la mémoire des nombreux décès de cette Covid-19. C'est le pays où l'on enregistre le plus de décès sur la planète. Mais pour le moment, il est donc à la tête de l'exécutif américain. Il a été porté à la tête de cet exécutif à l'issue des élections. Les élections qui se sont déroulées donc le 3 novembre, c'était la 59e élection des plus de 200 années de l'histoire démocratique du pays. Le 46e président des États-Unis entre en scène, on l'a dit tout à l'heure, sur fond de crise sociopolitique. Son prédécesseur, Donald Trump, achève son mandat dans des conditions plutôt houleuses. On en a un peu parlé, mais tout de même, en 2-3 mots, 2-3 tirets, qu'est-ce que vous retenez de ce personnage Donald Trump, qui donc a achevé un seul mandat de 4 ans à la Maison-Blanche? Avant de rentrer dans la pièce, j'en discutais avec mon ami Sawadogo. Je lui disais que l'histoire est faite de phénomènes pas toujours contrôlés et contrôlables. Un personnage comme Donald Trump a été détecté depuis longtemps dans ce qu'il est, dans son caractère. Beaucoup de gens ont cherché à le combattre. Mais c'est un monsieur avec une telle détermination que l'adversaire a toujours fini par baisser les bras. Et il a toujours foncé. Et même quand il a annoncé sa candidature, on croyait que c'était un jeu. On a sorti pas mal de dossiers contre lui. Il a toujours réussi à passer en jetant les choses par le... Et il a réussi non seulement à éliminer le candidat auquel tout le monde s'attendait, Madame Clinton. Le candidat favori. Oui, et favori. Il a d'abord éliminé les candidats de son camp, oui, pour se positionner finalement comme la seule solution possible, avant de battre étonnamment
Hillary Clinton au cours de cette fameuse élection. Donc, c'est ainsi qu'il a toujours vécu, qu'il a toujours agi, et il a réussi à avoir la présidence des États-Unis. Or, à ce niveau-là, je crois que c'est le point culminant. Il y a des situations qu'il n'a pas réussi à dominer. Son caractère impulsif, malheureusement, ne l'a pas aidé. Et cela a conduit aux actions qu'il a prises et aux impolitesses. Rappelez-vous comment il a qualifié nous, les Africains. Les Africains, oui. Alors, un homme d'État, un chef d'État, ne tient pas ce genre de langage. Il l'a fait et il a payé, je crois, ce qu'il a fait. Mais les États-Unis se seraient trompés, à mon avis, s'ils avaient reconduit. Bon, évidemment, c'est leurs intérêts et leur président. Je ne vais pas m'ingérer dedans. Mais je crois que s'il avait été réélu, les intérêts des États-Unis, comme les intérêts du monde, auraient été gravement endommagés. Gravement endommagés. Jusque-là, il dit qu'on lui a volé sa victoire et ses partisans sont nombreux à emboucher la même trompette. Moussa Savadogo, il est resté 4 ans à la Maison-Blanche. On connaît cette tweet rageur, on connaît cette décision intempestive. Que retenez-vous du passage de Donald Trump à la Maison-Blanche? Moi, je dirais simplement que Donald Trump, c'est quelqu'un qui a mis à rude épreuve la démocratie américaine. Franchement, il est arrivé avec un comportement atypique où je pense qu'il a quand même quelque part été assez honnête, quand même, il faut le dire. Quand il a dit American First, je pense que ça veut tout dire. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas voulu comprendre, n'ont pas voulu comprendre. Quand il est passé, je pense, à l'Assemblée générale des Nations Unies, où il s'est un peu opposé à Macron qui voulait défendre le multilatéralisme, alors que lui, il a compris que tout ça, ça coûtait cher aux États-Unis. Il faut se concentrer, se replier sur soi. Mais en fait, il a créé une sorte de nouvelle guerre froide, parce que personne, même ses alliés, regardez comment il a traité même Angela Merkel, comment il a traité l'Union européenne, même le roi d'Arabie Saoudite, comme il a ordonné qu'il achète des avions et puis il a dit que ça c'est des cacahuètes pour vous, etc. Bon, nous les Africains, là un peu comme vous l'avez dit, on parle. Mais je pense que ce qui était un peu... Il y a deux choses que je retiens fondamentalement, c'est que, il a eu une administration quand même caractérisée par une certaine instabilité. Parce qu'il y a eu beaucoup de départs et de façon où il annonçait ça souvent par tweet. Et la deuxième chose, c'est que c'est un président qui mentait visiblement sans être gêné. Il disait des choses qui ne sont pas vraies et voilà, ça ne le gênait pas. Mais ce que j'admire, c'est un peu aussi le comportement des médias américains. Parce que plus d'une fois, on lui a coupé la parole. Les réseaux sociaux, ça sont mêlés, etc. Et je pense que quand même au niveau des médias américains, depuis la fameuse présentation de Colin Powell au Conseil de sécurité, où il a montré des preuves pour pouvoir attaquer l'Irak, et qu'après tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas vrai, ça fait que la presse américaine était quand même un peu sur ses gardes par rapport à choses. Mais comme vous l'avez dit, c'est vrai que Donald Trump, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à vous insulter. Voilà, peut-être que ses prérogatives de président lui permettaient d'insulter quelqu'un, ça qu'on insulte le président. Vous ne pouvez pas insulter le président. Donc, effectivement, ça faisait qu'il écrasait tout le monde, il dominait tout le monde, et à la limite, on avait un peu peur de lui. Et peut-être que c'est ce qu'on voit, parce que moi j'ai été surpris dernièrement, quelques heures de son départ, de voir comment son parti l'a lâché. Il y a 1-2 mois, il n'osait pas le faire. Parce qu'ils ont compris que le lion est malade, il faut le terminer, quoi. Donc, en tout cas, lui-même, il se targue d'un bilan phénoménal. Il a été le meilleur. Il a fait tout bien. Il n'était pas à cette cérémonie d'investiture. Ça faisait 150 ans que cela n'était pas arrivé. Eh bien, 4 années d'une présidence Trump, donc tonitruante, avec un slogan tourné vers l'unilatéralisme. Make America Great Again, rendre sa grandeur à l'Amérique. Ce slogan qui est apparu la première fois en 1980 avec Ronald Reagan, puis repris en 1992 par le démocrate Bill Clinton, a été popularisé donc par Donald Trump,
qui en a fait sa marque de fabrique, sa marque déposée. Et il promet d'ailleurs que c'est un mouvement qui ne fait que commencer. Est-ce qu'on doit craindre un déchirement de l'Amérique autour des pros et des anti-Trump? Bruno Zidouemba, vous semblez croire que non. Personnellement, je crois que les pro-Trump vont reculer. On attend les élections à mi-mandat. Ils ont commencé à rentrer dans les rangs, c'est ça? Voilà, ils vont rentrer dans les rangs. Peut-être aussi qu'ils vont juste changer de stratégie pour être présents dans 2 ans. Mais sachez aussi que beaucoup d'entre eux étaient financés par Trump ou les partisans de Trump. Vous savez, en politique, on est prêt à débourser quand on sait qu'en retour... Il y aura un retour sur investissement, justement. Voilà, sur investissement. Actuellement, ce n'est plus le cas. Comme je dis, attendons de voir la procédure de destitution qui a été engagée. Si cette procédure aboutit, je crois que les choses vont changer. Mais je veux profiter quand même de l'occasion pour dire une chose. Ce qui vient de se passer en Amérique doit nous donner à réfléchir. Vous savez, j'ai rappelé que c'était le pays par excellence de la démocratie. Ça veut dire que la démocratie n'est pas un acquis. On peut passer de la démocratie à la dictature en une matinée. Et je crois que les démocraties, parce qu'il n'y a pas une seule démocratie, que nous vivons, doivent être soignées tous les jours. Parce que le dérapage, le jeu démocratique peut vous amener à des enlisements. Oui. Et c'est le jeu démocratique qui avait amené Hitler au pouvoir. Je ne le compare pas à Hitler, mais qui a amené aussi Trump au pouvoir. Donc, je pense que nous devons tirer une leçon et faire en sorte que ce qui s'est passé en Amérique ne se passe pas chez nous, car cela peut se passer aussi dans n'importe quel pays du monde. Cela peut se passer dans n'importe quel pays du monde, mais les États-Unis d'Amérique nous donnent aussi, au lendemain de ces événements, la leçon justice. Oui. Bon, attendons, justice, vous voulez parler de la procédure? Non, pas encore. Je veux dire que ces événements du 6 janvier ont été ensuite poursuivis. Les auteurs ont pu être mis aux arrêts. Ça veut dire que la justice a joué son rôle pour remettre la démocratie à sa place. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que les institutions ont repris le dessus, hein, et voilà, c'est un peu ça. Mais je pense que il ne faudrait pas qu'on se réjouisse tout de suite de ça, parce que dans un État démocratique, que les gens arrivent à faire ce qui s'est passé au Capitole. Il faut rappeler que ce qui s'est passé au Capitole a quand même généré 5 morts dans ce haut lieu de la démocratie américaine. Et c'est un modèle démocratique qu'on a considéré, qu'on considère toujours comme l'exemple achevé et comme la norme absolue, et qui survit depuis plus de 200 ans. Alors, est-ce que finalement... je suis d'accord depuis 200 ans, mais je pense même que dans les cités athéniennes, les philosophes étaient très, très clairs. La démocratie n'est pas l'idéal, c'est le moins mauvais. Ça veut dire bien sûr, c'est le moins mauvais des systèmes. C'est le moins mauvais des systèmes. Et je pense que quand on observe un peu ce qui se passe, même en Europe, regardez un peu avec les gilets jaunes, regardez un peu les contestations, que ce soit en Allemagne, en Italie, les gens qui sortent pour refuser le confinement, qui désobéissent à l'État. Beaucoup de penseurs trouvent déjà qu'il est temps de commencer à réfléchir à la fin de la démocratie participative, telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui. Mais peut-être que la force de la démocratie, c'est qu'elle est capable de muter, c'est-à-dire d'avoir une force endogène, justement, et de pouvoir opérer une transition, même s'il y a quelques soubresauts, comme on l'a vu. Et je pense que ce qui s'est passé, la justice a sévi, et je pense que ceux qui ont été arrêtés, demain, ils ne répéteront plus ça. Voilà, je pense que c'est peut-être ça aussi la force, quand la démocratie comporte à son sein un système judiciaire qui fonctionne. Alors oui, Trump a quitté la Maison-Blanche, il est parti de mauvaise grâce. On n'oublie pas ces tweets rageurs, ni ces décisions tous azimuts qui ont affecté la géopolitique mondiale. On n'oublie pas ce mur qu'il tenait à ériger entre les États-Unis et le Mexique. On n'oublie pas les lois sur l'immigration, le divorce
d'avec l'accord de Paris sur le climat ou encore d'avec l'Organisation mondiale pour la santé, l'OMS. Donald Trump termine même son mandat avec une deuxième mise en accusation de la Chambre des représentants qu'il a renvoyé en procès, cette fois-ci par 232 voix contre 197 devant le Sénat pour avoir, je cite, incité à l'insurrection. C'était lors de l'assaut le 6 janvier du Capitole par ses partisans. Alors, c'est de tout cela dont il faut qu'on tire les leçons pour le continent. Et quelle devrait être la leçon phare qu'on tire de tous ces événements, justement, comme le soulignait tout à l'heure Moussa Sawadogo, sur un continent où, justement, le degré d'intégration de ces processus démocratiques reste fragile. On a des processus encore en construction. Et puis, c'était peut-être un moyen pour certains publics africains de dire que même aux États-Unis, ça ne fonctionne pas. Il y en a qui ont d'ailleurs fait le parallèle avec Ouagadougou. Rappelez-vous, en 2014, où l'Assemblée nationale a été purement et simplement brûlée. Oui, mais moi, quand j'ai fait mon commentaire, c'est pas pour aboutir à votre conclusion. Non, c'est pas une conclusion, c'est un constat. Ce que je veux dire, tirons quelque chose de positif de ce qui vient de se passer. Il y a eu beaucoup de choses négatives. Le déni des droits de l'homme, des assassinats. Vous avez parlé de l'usage du mensonge en politique. C'était devenu systématique. Non, je crois qu'il y a toujours quelque chose à faire en faveur d'une démocratie plus propre. Ouais. La démocratie n'est pas de tout faire pour avoir le pouvoir. C'est ce que Trump voulait. Il a tout fait pour avoir le pouvoir et il était prêt à tout pour le garder. Pour le garder 4 années encore. Alors, tirons leçon. Quand, par la voie démocratique, vous êtes battu à des élections, n'insistons pas. Retirons-nous et préparons d'autres élections. Et on a vu le cas du Ghana, qui semble donner... où les anciens présidents se présentent et parfois battent, sinon, en tout cas, mettent le siège en ballotage. Alors, je crois que nous devons jouer ce jeu-là et non le jeu de la force. Et pas le jeu de la force. Alors, on n'a plus beaucoup de temps et j'aimerais quand même vous entendre sur les relations que devraient maintenant entretenir les États-Unis et l'Afrique sous le mandat de Biden. Comment voyez-vous ces relations? On a constaté que pendant les 4 années de son prédécesseur, Donald Trump, c'était plutôt le froid. Je crois que Trump n'est jamais venu sur le continent africain. Alors, qu'est-ce que vous attendez des relations entre les États-Unis et l'Afrique sous le mandat de Biden? Personnellement, je pense juste des relations basées sur le respect. Voilà. Je pense que c'est ce qui a beaucoup manqué. Sinon, à part ça, je ne pense pas que les pays africains doivent attendre. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut toujours attendre de la France, des États-Unis et tout. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre en autarcie, mais Biden arrive, comme Excellence l'a dit, dans des situations économiques difficiles, sanitaires difficiles. Je pense qu'il aura tellement à faire à la maison que même si il n'oublie pas l'Afrique, je ne suis pas sûr qu'il puisse donner le plein, donner le maximum, parce qu'il y a pas mal de problèmes au niveau de la maison. Mais déjà, je pense que s'il y a un retour vers le multilatéralisme, notamment la réintégration au niveau des accords de Paris. J'ai appris ce matin qu'il n'exclut pas une autre négociation avec l'Iran autour du nucléaire et consort. Je pense que concerne le climat, il annonce même un sommet dans les 100 jours, donc, si j'ai bien compris. Je pense que... Et puis, s'il arrête de prendre des sanctions à tout vent, comme Trump le faisait, sans peut-être même aider directement l'Afrique, mais déjà en ne les empêchant pas d'avoir des relations avec qui ils veulent, je pense que c'est déjà un grand pas. Donc je pense que ce que moi j'attends, c'est vraiment le respect et la considération pour nos pays. Pour Lozidouemba, l'Afrique doit d'abord penser à elle-même
et ne pas toujours compter sur les autres. Et compter sur ses propres forces est important. Mais poser le problème de ce qu'on attend des États-Unis, c'est souvent biaiser la nature des choses. Je suis du même avis que vous. L'Afrique doit s'arranger pour se développer. Et aujourd'hui, il n'y a pas de cadeau. C'est les intérêts. Bon, mais cela dit, vous avez parlé du retour du respect, c'est déjà beaucoup. Et c'est ce qui va... En fait, c'est une normalisation. Bon, on a déjà un certain nombre de grands programmes tels que AGOA, tels que, par exemple, le Millennium Challenge. Quand on est plus ou moins tranquille maintenant que ces programmes pourront se poursuivre, mais n'attendons pas tout de l'Amérique. L'Amérique aussi a ses problèmes. Si vous vivez en Amérique, vous verrez que peut-être parfois mieux vaut être au Burkina. Franchement. Ah oui, que de vivre là-bas. Il y a beaucoup d'Américains qui ne savent pas ce que c'est que manger 3 fois par jour. Combien d'Américains meurent dans des ambulances parce qu'ils n'ont pas d'assurance médicale? Je ne crois pas que Joe Biden va changer tout ça. Bon, donc, les problèmes demeurant, les solutions pour l'Afrique resteront ce qu'elles sont et n'attendons pas vraiment la Lune. On n'attendra pas la Lune. C'est une nouvelle administration qui s'installe à Washington. Et il y aura sans doute donc une répercussion sur les relations diplomatiques, économiques, commerciales. Il y aura donc une nouvelle vision. Joe Biden qui s'installe donc avec sa vice-présidente doit impulser donc tout un ensemble pour redonner toujours sa force aux États-Unis, mais également une Amérique présente de concert avec le monde. Mais bien sûr, c'est vrai que pendant très longtemps, la force des États-Unis aussi, c'est un peu ses relations avec le reste du monde qui a été une relation où à la fois, tout en défendant ses intérêts, protégeait aussi la démocratie dans le reste du monde et tout. Donc je pense qu'il y aurait une normalisation de tout ça. Et le fait d'avoir un président qui est ouvert au débat, qui, même s'il n'a pas la solution, peut-être qu'il aura l'écoute attentive. Or, avec Trump, on ne discutait même pas avec lui. Je ne sais pas combien de présidents africains sont partis, ont été reçus. Voilà, puisqu'il a trouvé que nous sommes... Je crois qu'il y a eu le Kenya, voilà, et puis quelqu'un d'autre, voilà, le Nigeria, et tout. Donc, voilà, l'Afrique du Sud, et qui sont quand même des pays... Enfin, économiquement très intéressant. Mais je pense que le plus important ici, c'est vraiment que les Africains sentent qu'ils ont quelqu'un qui les écoute. Quelqu'un avec qui ils peuvent partager leurs préoccupations, même si ce n'est pas pour trouver des solutions. Mais qu'on sente qu'on négocie ou on parle d'État à État. Négocier, parler... Oui, Bruno Zidouemba, vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Je voulais ajouter quelque chose parce qu'il a quand même, Biden a annoncé un sommet des chefs d'État d'Afrique et les Amériques. Donc, c'est déjà quelque chose du temps de Trump. Oui, c'était une parenthèse. Je pense qu'un tel sommet a déjà existé par le passé. Oui. Et donc, c'est une, comme vous l'avez dit, c'est une normalisation. On attendra donc de voir les premiers pas de Joseph Biden à la présidence des États-Unis. Un Biden qui fait ticket avec Kamala Harris pour sans doute, ou en tout cas on l'espère, le meilleur de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 122 qui recevait pour vous Bruno Nogoma Zidouemba, ancien ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis. Merci pour vos éclairages. Merci. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Moussa Sawadogo, formateur en sciences et techniques de l'information et de la communication. Merci Moussa pour vos échanges. C'est Philippe Barrault que je remercie qui a signé la réalisation de ce numéro de Périscope avec la bienveillante complicité de toute l'équipe technique. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à cette émission. N'oublions pas de respecter les gestes barrières contre le coronavirus et de prendre soin les uns des autres. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.